Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons commencer une série sur le Deep Learning en utilisant TensorFlow et Python. Le Deep Learning, c'est un sous-domaine du Machine Learning. C'est-à-dire, ce qui est valable pour le Machine Learning reste valable pour le Deep Learning. D'ailleurs, j'ai expliqué la différence entre Deep Learning et Machine Learning dans une vidéo précédente. Dans cette vidéo, on va essayer de simplifier la théorie et on va se concentrer surtout sur la partie pratique. Et avant de commencer la formation, je vous demande de vous abonner à la chaîne YouTube Forma6 et d'activer l'alarme pour recevoir des vidéos qu'on lance dans cette chaîne. Voilà, donc sans tarder, on commence la formation. Le plan que nous allons suivre dans cette vidéo est le suivant. D'abord, je vais faire un petit rappel sur la différence entre Machine Learning et Deep Learning. On va parler de quelques applications du Deep Learning. Ensuite, nous allons introduire la notion du neurone, qui est la base de Deep Learning. Après, donc, je vais présenter quelques exemples explicatifs, justement pour introduire l'architecture du réseau de neurones. Et nous allons terminer par l'apprentissage du réseau de neurones. Donc, je rappelle maintenant la différence entre intelligence artificielle, machine learning et deep learning. Bon, cette différence, je l'ai déjà abordée dans une vidéo précédente, mais je vais expliquer quand même ici, donc rapidement. Donc, l'intelligence artificielle, c'est la réplication de l'intelligence humaine dans les ordinateurs. C'est-à-dire qu'on veut qu'un ordinateur puisse faire des choses sans qu'il soit programmé. C'est-à-dire il doit avoir la capacité de parler, de produire du texte, de classer des images, de prévoir des choses, par exemple, prévoir le salaire, détecter des fraudes. En tout cas, donc, c'est essayer d'imiter l'intelligence humaine. Le machine learning, donc, c'est un sous-domaine de l'intelligence artificielle et, en gros, donc, c'est la capacité d'une machine à apprendre en utilisant de grands ensembles de données. Il faut savoir ici que l'être humain apprend à partir des expériences, mais la machine n'a pas cette capacité. La machine apprend à partir des données. Et dans les machine learning, il y a un ensemble d'outils statistiques qui peuvent faire cette tâche-là. Et à la fin, il y a le deep learning qui est également un sous-domaine du machine learning. Mais ici, donc, il a la particularité d'utiliser la notion du réseau de neurones qu'on va voir plus loin. Donc ici, ce schéma qui récapitule ici l'emplacement du deep learning, donc comme sous-domaine du machine learning, et le machine learning qui est également un sous-domaine de l'intelligence artificielle. Donc ici, je fais une comparaison entre le process du machine learning et le process du deep learning. Bon, entre parenthèses, si vous êtes intéressé par une formation machine learning que j'anime personnellement, j'ai mis le lien dans la description de cette vidéo. C'est une formation Udemy qui est globale. Vous allez voir les concepts du machine learning. Il y a également des rappels de Python, de statistiques. Donc, ça va vous permettre d'avoir les bases du machine learning. Donc, ici, donc, le process classique du machine learning, c'est que on a une entrée. Par exemple, ici, on veut savoir si cette photo, c'est la photo d'une voiture. Donc, dans le process ici classique, donc, il y a une partie qui est faite par l'ingénieur ici machine learning, c'est-à-dire il essaie d'extraire les caractéristiques de cette photo. Et après, il l'a fait passer par un algorithme de machine learning et après, on va prendre la décision. Par contre, dans le deep learning ici, donc, il a la capacité d'étudier la donnée telle qu'elle est, c'est-à-dire cette partie feature extraction. Donc, elle est intégrée ici dans la partie classification. Donc, tout ça, donc, c'est un seul bloc. Et à la fin, on peut décider est-ce que c'est une voiture ou pas. Donc là, donc, on peut voir que c'est-à-dire la démarche du deep learning, c'est une démarche plus puissante qui peut interagir avec n'importe quel type de données. Et bien sûr, donc, ici, elle peut même faire des analyses plus poussées que celles qu'on faisait dans les machine learning. Par contre, ici, dans les machine learning, donc, vous avez plus d'intervention humaine, c'est-à-dire vous pouvez voir ici les étapes. C'est pour ça que c'est important donc d'avoir des connaissances en machine learning pour pouvoir
avoir une intuition ici dans le domaine du Deep Learning. Bon, ici, je vais parler de quelques applications de Deep Learning. Déjà, le Deep Learning est très utilisé dans le domaine de la traduction. Remarquez ici, donc c'est des applications qui peuvent traduire en temps réel. C'est-à-dire, il peut lire donc là, donc ce qui est écrit sur l'image et il peut le traduire et le reproduire ici, c'est-à-dire sur la même image. Donc le Deep Learning également donc, permet à la machine d'écrire du texte. Diagnostic médical également, donc c'est une application donc, de machine learning, c'est-à-dire ici on fait passer une photo par notre réseau de neurones et il peut nous dire même détecter si cette personne a une maladie X ou bien une maladie Y. La voiture autonome également, donc contient pas mal d'applications ici du Deep Learning également. Et dans l'entreprise, on peut retrouver également plusieurs applications, donc la détection des anomalies ici dans le domaine industriel. On a ici des applications de type classification, donc pour la détection des fraudes, dans le domaine de CRM, le marketing, système de recommandation. Donc tout ça, c'est des applications de Deep Learning. C'est-à-dire on peut avoir des applications même de type régression, donc par exemple la valorisation de salaire, de primes, d'investissement, détection de corrélation, faire des prévisions, donc tout ça, donc c'est des applications. Donc remarquez qu'il y a que les applications de Deep Learning touchent à plusieurs domaines, donc c'est très utile d'apprendre c'est-à-dire les bases et bien sûr donc faire des applications. Donc là je vais parler du principe déjà donc du Deep Learning. Donc le Deep Learning c'est inspiré du fonctionnement du cerveau humain. Donc le cerveau humain déjà ici donc il y a deux choses qu'il faut tirer à partir du cerveau. Donc le cerveau donc il dispose d'un grand nombre de neurones. Donc vous voyez ici donc ça c'est une photo où on a des neurones donc ici. Ça c'est un neurone, celui-là également. Donc, et vraiment dans le cerveau humain, on trouve une infinité de neurones. Et ces neurones donc qui permettent à la personne donc de faire des réflexions, donc c'est-à-dire de travailler, de se comporter comme humain. Le deuxième point, c'est que ce cerveau donc passe par une étape d'apprentissage. Si on prend l'exemple d'un bébé par exemple qui est en train de faire la différence entre les chats et les chiens, donc au début donc il essaie de visualiser plusieurs photos ou bien donc plusieurs photos de chats, plusieurs photos de chiens. Il fait un apprentissage et après il peut détecter si cet animal est un chat ou bien c'est un chien. C'est-à-dire l'être humain fait un apprentissage à partir des expériences. Mais là, on va utiliser tout ça donc pour réaliser notre réseau de neurones qu'on va appliquer à une machine et qui va faire un apprentissage à partir des données. Voilà, ici on a une photo de neurones. Donc ça, c'est des neurones humains. Et vous allez voir donc le réseau de neurones qu'on construit donc est vraiment inspiré de tout ça. Pourquoi? Parce que ici dans le cerveau humain, donc tous ces réseaux sont organisés sous forme de réseaux, ils sont liés entre elles et bien sûr l'information circule entre ces neurones-là, donc en traversant donc ces synapses. Donc avant d'introduire la notion de réseau de neurones, je vais commencer par des exemples pour vous expliquer la chose. Donc là, je prends cet exemple-là. Supposons qu'on veut évaluer des étudiants selon deux caractéristiques. Donc on a le nombre de séances auxquelles l'étudiant a participé et le nombre d'heures de travail à la maison. Donc ça, c'est deux caractéristiques qu'on va utiliser pour juger si cet étudiant va réussir ou pas. Ce qu'on va faire, on va déjà avoir une base de données des étudiants et avec ces deux caractéristiques et on va dire que si cette personne a réussi ou pas. Pour une meilleure visibilité de cette base de données, donc on a décidé ici de la tracer comme ça. Donc ici, cet axe-là, donc c'est le nombre de séances et celui-là, c'est le nombre d'heures de travail. Les gens qui participent à un grand nombre de travail et qui ont un nombre d'heures de travail élevé, donc ici, donc ils sont cochés en vert, donc ces personnes-là ont réussi. Alors que les personnes qui ne participent pas et qui ne travaillent pas assez d'heures, donc là, donc ils sont marqués en rouge, donc c'est des personnes qui n'ont pas réussi. Donc, on veut utiliser donc le modèle qu'on va développer à partir de cette base de données
et prévoir, donc si par exemple cette personne-là qui est en mauve, est-ce qu'elle va réussir ou pas, sachant qu'elle a deux paramètres. Donc ici, 5, on va dire 5, c'est le nombre de séances auxquelles la personne, l'étudiant a participé, et 4, c'est le nombre d'heures de travail. Donc, pour faire ça, donc on a pensé à créer un réseau de neurones. Voilà, donc on a essayé de faire la chose comme ça. Donc ici, remarquez, donc ça c'est un réseau de neurones qui contient 3 couches. Donc, cette couche-là, c'est la couche d'entrée. Donc ici, qu'est-ce qu'on a comme entrée? Donc on a cette paire-là, 4 et 5. Donc ici, donc on a 2 entrées. Donc le 4 ici, c'est le nombre d'heures travaillées. Donc c'est x2. Et pour nous, donc ce x1, donc c'est le nombre de séances auxquelles l'étudiant participe. Donc selon ces 2 entrées-là, il y a ici une couche cachée. Donc là, donc, il y a également donc, des liaisons entre les entrées et cette couche cachée. Là, on va essayer de faire des calculs. Également, donc ici, entre cette couche cachée et cette couche de sortie, on va faire également des calculs pour, ici, avoir une valeur prédite. Et selon cette valeur, donc ça va être normalement entre 0 et 1. C'est-à-dire, si cette personne, si on trouve ici 0, ou bien une valeur proche de 0, donc on va dire que cette personne ne va pas réussir. Et si la valeur prédite est dans les environs de 1, donc cette personne va réussir. Donc c'est ça, donc ici, c'est-à-dire ce qu'on veut essayer de construire grâce au réseau de neurones, c'est-à-dire avoir un réseau comme ça, et selon les 2 données ici, pour un étudiant X, on va avoir ces 2 données, c'est-à-dire le nombre d'heures de travail et le nombre de séances auxquelles il a participé. On les fait passer par ce réseau. Et là, donc, il y a un calcul qui se fait. Donc, on ne va pas en parler maintenant. Il y a un calcul qui se fait. Et à la sortie, donc, ici, on a une valeur prédite. Donc, ça, c'est un exemple de réseau de neurones. Donc, ce qu'on peut retenir ici par rapport à la structure d'un réseau de neurones, c'est qu'il a ce qu'on appelle une couche d'entrée. Et bien sûr, cette couche d'entrée, ici, le nombre de nœuds, c'est-à-dire ces cercles, on les appelle des nœuds. Le nombre de nœuds qu'on va avoir ici, ça dépend donc de la nature de l'entrée. Par exemple, ici, on a uniquement 2 caractéristiques. Donc, on va avoir 2 nœuds. On peut avoir ici plusieurs caractéristiques. Donc, ici, on va avoir plusieurs nœuds. Donc, ça, c'est la couche d'entrée. Et il y a également une couche de sortie. La couche de sortie, donc, dans notre cas, donc c'est un problème de classification, c'est-à-dire on essaie de voir si cette personne va réussir ou pas. Donc on va avoir une seule sortie avec des valeurs entre 0 et 1. Et là donc on a une couche cachée. Bon, pour les réseaux de neurones, ils n'ont pas forcément une seule couche cachée, mais ils peuvent avoir plusieurs couches cachées. Donc ça dépend du problème, c'est-à-dire ça dépend de la taille des données qu'on est en train d'étudier et plusieurs autres caractéristiques. Donc en tout cas, donc, il y a des couches cachées ici. Voilà, donc c'est ça ce qu'on peut retenir à partir de ce premier exemple. Je vais proposer également un deuxième exemple pour essayer de constituer notre réseau de neurones. Donc supposons ici qu'on travaille dans une banque et on veut voir si on va donner un crédit à un client X. Donc, on va essayer de réfléchir ensemble. Donc, quels sont les critères qu'on doit observer chez un client pour voir si on va lui donner un crédit. C'est-à-dire, du point de vue intuitif, on va voir déjà son salaire, on va voir s'il travaille ou pas, on va voir l'âge. Donc ici, donc, il y a plusieurs critères qu'on va essayer d'évaluer. Bon, je vais afficher ici la réponse. Donc, il y a l'âge, il y a le salaire, le travail et la retraite. C'est-à-dire, bon, est-ce qu'il a un plan de retraite ou pas? Bon, ça c'est juste un exemple. On peut avoir plus de critères. Mais là, donc, on va juste... l'objectif, c'est de comprendre la structure d'un réseau de neurones. Donc, ces critères-là, donc, on va les faire passer dans un réseau de neurones. Donc, remarquez, cette fois-ci, donc, on a 4 entrées parce qu'on a 4 critères. Donc, on a l'âge, le salaire, le travail et la retraite. La sortie, donc, ici, également, donc, on a 2 valeurs. Soit on va lui donner un crédit, soit non. C'est-à-dire ici, normalement, donc ça va être normalement compris entre 0 et 1. Et on a ici des couches cachées. Bon, vous voyez une seule couche, mais on peut avoir
plusieurs. Donc ici, donc jusqu'à maintenant, on a pu comprendre ici un peu la structure du réseau de neurones. Donc on a des nœuds, on a les couches d'entrée, couche de sortie, couche cachée. Voilà, donc ça c'est juste pour récapituler. Donc la couche d'entrée, donc qui comprend les caractéristiques telles que l'âge, le salaire annuel, solde bancaire, etc. Couche de sortie génère des prédictions du modèle. Et les couches en dehors, donc des couches d'entrée et de sortie, donc sont appelées couches cachées. On va essayer maintenant de voir un peu en détail comment les choses marchent. Et pour voir comment les choses marchent, on va essayer de simplifier. C'est-à-dire, on va s'intéresser seulement à deux caractéristiques. C'est-à-dire, est-ce que c'est-à-dire, on va s'intéresser à l'âge et on va s'intéresser au travail. Donc voilà, donc ici, je vous montre le réseau. Donc on va obtenir, donc là, on a éliminé les autres c'est-à-dire critères. Donc maintenant, on a l'âge et on a le travail. Le travail prend des valeurs entre 0 et 1, c'est-à-dire si 0, il ne travaille pas, le 1, cette personne travaille. L'âge, donc ici, c'est une variable numérique. Donc ici, on a cette couche d'entrée. Et là, donc, on a la couche de sortie. Là, on a les couches, c'est-à-dire cachées. Ce qu'on a ici sur les flèches, donc ça, on les appelle les poids. Donc en gros, donc, vous pouvez considérer que c'est ça qui va donner l'intelligence à ce réseau. Et bien sûr, ces poids donc, ne sont pas mis d'une façon aléatoire, mais ils sont faits après une opération qu'on appelle l'apprentissage du réseau de neurones. C'est-à-dire, ce modèle, on va essayer de l'entraîner à partir d'une base de données pour comprendre la philosophie de la chose. Et selon cette partie, c'est-à-dire cette opération d'entraînement, on va attribuer ici des poids. Vous allez voir maintenant le rôle de ces poids pour dire, par exemple, cette personne, est-ce qu'elle va avoir un crédit ou pas ici. Donc, on prend l'exemple d'une personne qui a 40 ans et ne travaille pas. Donc, on va voir comment on va prendre ici la décision. Donc, ici, donc, on a 40. Donc, 40, donc là, on a dit que c'est des poids. Donc, le principe ici de ces réseaux de neurones, c'est que la valeur qu'on a ici dans le nœud, on la multiplie par le poids et on va l'ajouter au produit donc du poids, c'est-à-dire qui est lié à ce deuxième nœud. Donc, la valeur ici, cette valeur 40, donc c'est la somme de 40 fois 1 plus 0 fois 1. Donc, ça nous donne 40. Pour ce deuxième nœud ici, donc là également, donc c'est la somme de 40 fois 1 plus 0 fois moins 1. Donc ce qui donne également 40. Donc on continue ici, donc le processus de prise de décision. Donc ici, ce 0 là, donc c'est la somme de 40 fois 1 plus 40 fois moins 1. Donc ici on a 40, ici moins 40, donc ça donne 0. Donc puisque ça donne 0, donc ça veut dire que c'est un non. Ça veut dire que cette personne, on ne va pas lui donner un crédit. Donc, bon, ce qui est normal parce qu'il a 40 ans et il ne travaille pas. On va voir maintenant le cas d'une personne qui a 40 ans également, mais qui travaille cette fois-ci. On va voir ici comment les choses vont évoluer. Donc, ici, donc 41, bien sûr, c'est la somme de 40 fois 1. Ici, 1 fois 1. Donc, ça fait 41. Ici, la valeur qu'on a ici, donc c'est la somme donc, de 40 fois 1. Ici, 1 fois moins 1. Donc, ça fait 39. Et là, donc, la valeur ici qu'on a 2, c'est 41 fois 1 plus 39 fois moins 1. Donc, ça fait 2. Bon, vous remarquez que la valeur ici est supérieure à 1, mais nous, on va considérer que c'est égal à 1, donc cette personne, on va lui donner crédit. Bon, vous allez me dire comment on peut avoir ici, c'est-à-dire une valeur entre 0 et 1. Donc, c'est là donc, où on parle de ce qu'on appelle les fonctions d'activation. Les fonctions d'activation, donc, c'est des fonctions qu'on met ici pour, c'est-à-dire garder cette non-linéarité donc, du réseau de neurones. C'est-à-dire, donc là, donc, on fait également donc, des opérations de produit et de somme, ce qui nous donne
un réseau de neurones linéaire, mais nous, on ne s'intéresse pas à un réseau de neurones linéaire, on veut quelque chose, par exemple, qui a des valeurs entre 0 et 1, qui n'est pas linéaire, donc on va introduire la notion de fonction d'activation qu'on va mettre ici pour avoir toujours donc une valeur entre 0 et 1. Donc voilà, donc c'est ce que je viens d'expliquer. Donc le processus multiplication-addition n'est que la moitié du fonctionnement du réseau de neurones, donc il y a plus, donc bien sûr, donc il y a cette fonction d'activation. Voilà, ici j'ai quelques exemples des fonctions d'activation qu'on utilise généralement. On va voir ça dans la partie application. Donc les plus utilisées, donc c'est la fonction ReLU. ReLU, ça veut dire quoi? Donc ça veut dire que, vous voyez ici l'expression, donc si la valeur de x est inférieure à 0, donc la valeur de sortie c'est 0, mais si c'est supérieur à 0, donc on a l'identité. Bon, c'est pas normalement, c'est pas cette fonction qu'on va utiliser dans ce cas. Non, nous on veut quelque chose qui nous donne une valeur entre 0 et 1. Donc la fonction qu'on va utiliser dans ce cas, c'est cette fonction sigmoïde. Donc sigmoïde, donc ici, quelle que soit la valeur de x, donc on a une valeur entre 0 et 1. Nous avons également donc une fonction ici, donc hypertangente. Donc ici, donc elle a une valeur entre -1 et 1. Donc ça aussi, ça peut être utilisé dans certaines applications. Et on a également les fonctions d'identité. Il y en a d'autres, mais donc ces fonctions-là qui sont les plus utilisées dans le domaine du deep learning. Bon, je vais rajouter un petit mot par rapport au poids. Donc les poids sont la clé du deep learning, donc que nous entraînons et qu'on met à jour lorsque nous adaptons un réseau de neurones aux données. Donc on adapte ça dans la phase apprentissage. On va voir, c'est-à-dire dans quelques slides, quelle est cette, c'est-à-dire je vais parler encore de cette phase apprentissage du réseau de neurones. Donc ces poids peuvent être appelés paramètres également. Donc vous pouvez rencontrer cette nomenclature également dans c'est-à-dire dans la documentation. Donc pour récapituler ici, donc c'est quoi un réseau de neurones? Donc on a une couche d'entrée et là donc on a les poids. Après donc on a le nœud où on fait la somme des poids et on a ce qu'on appelle la fonction d'activation pour avoir bien sûr après ici la sortie. Voilà, donc c'est ça, donc les composants donc d'un réseau de neurones. Bon, j'espère que c'est clair jusqu'à maintenant et ça va être encore plus clair donc lorsqu'on va passer à la phase application, donc en utilisant Python et TensorFlow. Bon, je vais parler un peu de l'apprentissage des réseaux de neurones. Donc je prends ici un exemple de réseau de neurones. Donc comme on a dit maintenant, donc vous êtes familier. Donc ça c'est les valeurs d'entrée. Ici on a les poids. Ici, donc, on a le nœud où on fait la somme et on a la fonction d'activation. Et là, donc, on a la sortie. Dans la phase apprentissage, c'est-à-dire, donc ici, on est en train de fixer ces valeurs W, c'est-à-dire les poids. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on donne, c'est-à-dire une suite de données ici, donc de x1 jusqu'à xn, et on va avoir une sortie. C'est-à-dire la valeur prédite. Et la valeur prédite, on va essayer de la comparer avec la valeur réelle. Donc la valeur réelle, elle est connue dans ce cas parce qu'on est dans la phase entraînement ou bien apprentissage. Donc ce qu'on fait, c'est que on calcule une fonction de coût. Une fonction de coût, donc ici, donc il y a pas mal d'algorithmes qui font ça, mais l'objectif c'est de voir à quel point on est précis. Et cette fonction de coût, donc on va l'utiliser donc pour c'est-à-dire faire ce qu'on appelle la mise à jour du poids, c'est-à-dire ça va retourner ici dans le réseau de neurones, c'est-à-dire cette fonction-là va retourner et elle va essayer de mettre à jour les poids. Bon, je ne vais pas rentrer ici dans les détails mathématiques, mais l'idée c'est que cette fonction de coût, donc qui est responsable à ce qu'on appelle ici, on a une rétropropagation, c'est-à-dire une propagation qui se fait dans ce sens-là inverse et qui met à jour ici les poids. Et bien sûr, donc l'objectif ici de mettre à jour les poids, donc c'est lorsqu'on va refaire l'opération, on va avoir une valeur de coût qui est
inférieure à celle qu'on avait précédemment. Voilà l'explication d'une manière très sommaire. Bon, si vous souhaitez donc ici plus de détails par rapport à ça, je peux même mettre ici, j'ai mis donc un lien de formation plus détaillé sur le deep learning, donc si pour les gens qui souhaitent aller plus loin. Voilà, donc pour récapituler ce point, donc ici on a un réseau de neurones X, donc bien sûr, donc ici vous voyez qu'on peut avoir plusieurs couches cachées, donc la phase d'apprentissage ici elle se fait en deux étapes. Il y a ce qu'on appelle une propagation avant, c'est-à-dire ici on a les données d'entrée, on les injecte et ça nous donne ici des valeurs de sortie. Et ces valeurs de sortie, on les compare avec les valeurs réelles et on fait une propagation arrière pour mettre à jour les poids jusqu'à... Et on refait l'opération jusqu'à avoir une fonction de coût qui est minimale. Donc ici, donc c'est comme ça qu'on fait le processus de l'apprentissage d'un réseau de neurones. Je vais essayer d'expliquer comment on fait pour un entraînement d'un réseau de neurones en pratique. Donc, étape 1, on essaie de choisir des poids qui sont proches de 0. Après, donc, étape 2, la propagation des données se fait de gauche à droite. Et à la fin, on aura les valeurs prédites. Comparer les valeurs, donc ici, étape 3, comparer les valeurs prédites avec les valeurs réelles et mesurer la fonction coût. C'est-à-dire à quel point on est loin des valeurs réelles. Après, donc, on fait une propagation, bien ce que j'ai appelé avant la rétropropagation, donc de droite vers la gauche, et on va mettre à jour les poids. Et refaire les étapes précédentes pour avoir une erreur minimale en utilisant l'algorithme gradient descent, ou bien donc on peut utiliser d'autres algorithmes donc, que je ne vais pas aborder ici pour ne pas compliquer la chose. Donc voilà, donc en gros, donc ici, donc on a vu l'architecture d'un réseau de neurones. On va voir également donc les composants d'un réseau de neurones et on a vu comment entraîner un réseau de neurones. Maintenant, dans la prochaine vidéo, on va voir comment appliquer tout ça en utilisant Python et TensorFlow.